Ok, bonjour à tous et bienvenue sur la dernière vidéo sur les compteurs. Et, et voilà. Alors, dans la vidéo précédente, on a fait un compteur BCD, mais qui était synchrone. Donc toutes les bascules D avaient toute la même horloge. Ici, on va reprendre un compteur BCD qui va faire exactement le même cycle. D'ailleurs, je n'ai pas refait le diagramme d'état et je n'ai pas refait la table de cycle, et c'est strictement les mêmes. Mais là, le compteur va être asynchrone. Asynchrone, c'est-à-dire que nos 4 bascules D ne vont pas forcément avoir toutes les 4 la même horloge. On a le choix ici des horloges que l'on va mettre sur les bascules. Donc on a un degré de liberté supplémentaire. Grâce à ce degré de liberté, on espère arriver à une solution plus simple. Par contre, le prix à payer, c'est de réfléchir un peu plus pour pouvoir profiter au mieux de cette liberté sur les horloges. Alors ici, on va passer un petit peu de temps sur le chronogramme. Ici, on a nos 4 sorties, c'est exactement les 4 mêmes sorties. Et il faut réfléchir aux horloges pour venir choisir les bonnes horloges sur les bonnes bascules. Alors, on va commencer par la première bascule, Q0. On voit à chaque fois qu'il y a un front ici descendant sur l'horloge H, elle change d'état. Donc ici, on va être obligé de prendre, on va prendre H évidemment comme horloge sur la première bascule, c'est ce que j'ai écrit ici. L'horloge de la première bascule, H0, on va prendre H et on va brancher l'horloge, la câbler en diviseur par 2. Alors c'est quoi le diviseur par 2 ? On a vu ça donc dans le premier exo du TD3 et on a vu ça aussi dans le compteur précédent. Ici, en fait, à chaque front d'horloge, elle change d'état, donc elle fait tout le temps alternativement enclenchement, déclenchement, enclenchement, déclenchement. Et ça, on a vu qu'il y a un moyen simple de l'obtenir avec une bascule D, c'est en branchant le contraire de la sortie, donc Q bar de la bascule, sur l'entrée. Et donc comme ça, elle va changer d'état à chaque fois. D'accord ? Donc là, je vous invite, si vous trouvez ça mystérieux, à revenir en arrière. Alors, maintenant, cette bascule-là, pour Q1, on peut remarquer qu'elle change d'état, ici, à chaque fois que Q0 fait un front descendant. Du coup, on va pouvoir prendre Q0 comme horloge. Je vous dis autrement, elle ne change jamais d'état ailleurs qu'à un moment où Q0 fait un front descendant. Du coup, on peut prendre la sortie Q0 comme horloge de cette bascule-là. Et du coup, cette bascule-là ne pourra changer d'état que uniquement lorsque Q0 fera un front descendant. Sur ces moments-là, ici, ça n'a pas d'importance, puisque comme Q0 ne fait pas... pardon. Comme... On reprend. Ici, comme Q0 ne fait pas de front descendant, la bascule ne peut pas changer d'état. Alors, est-ce qu'on peut la monter simplement en diviseur par 2, comme pour la première bascule? En fait, on ne peut pas, parce que là, elle change d'état à chaque fois, sauf ici, où si elle était montée en diviseur par 2, elle devrait revenir à 1, et ici, pour revenir au début du cycle, la sortie de la bascule doit absolument rester à 0. Donc ici, on a ce qu'on appelle une restriction de commutation, c'est-à-dire on veut empêcher la bascule de changer d'état.
Ok, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas la monter en diviseur par 2 de la même façon que la première. Bon, du coup, il va falloir chercher l'équation de son entrée. Q2, alors Q2, on cherche les moments où elle change d'état, ici et on s'aperçoit que c'est toujours sur des fronts descendants de Q1. Du coup, on peut lui prendre comme horloge la sortie Q1. Est-ce qu'on peut la monter à diviseur par 2 ? Oui, si elle change à chaque front sans aucune exception. Donc là, effectivement, lorsqu'il y a un front descendant sur Q1, elle change d'état. Un front descendant sur Q1, elle change d'état, et c'est tout. Du coup, on peut la monter en diviseur par 2. Et d'ailleurs, on va marquer tout de suite son équation. C'est Q2 bar qu'on doit mettre sur l'entrée. Alors, maintenant, si on prend la dernière, elle fait ici un changement d'état, et ici un changement d'état. Donc il faut une horloge à ce moment-là et à ce moment-là. Du coup, ici, on ne peut pas prendre Q2, on ne peut pas prendre Q1, du coup on est obligé de venir chercher Q0. Du coup, comme horloge pour la dernière bascule, on va prendre Q0. Et est-ce qu'on peut la brancher en diviseur par 2 ? Visiblement non. Du coup, on va avoir des restrictions de commutation. Du coup, on est obligé de chercher son équation comme pour la bascule numéro 1. Bon, allons-y. Donc, allons-y. Oui, on va y aller, pardon. Hop. Allons-y. Donc, Q1, il faut remplir sa table de commutation. Alors, je l'ai remise au tableau pour la remplir avec vous. On retrouve déjà, quand on fait le même cycle que l'exemple précédent, du coup on retrouve des x dans les cases de 10 à 15, puisque notre compteur ne prendra jamais ces valeurs-là. Et des zéros, enfin l'horloge de cette bascule-là est ici H0. Du coup, quand le système est dans l'état 0, et va passer à l'état 1, il ne va pas y avoir de front descendant sur ma bascule. Du coup, elle ne va pas se faire activer. Donc qu'est-ce que je dois mettre sur les entrées de ma bascule ? Que doit faire ma bascule quand on passe de là à là ? On s'en fiche en fait parce qu'elle n'aura pas de front d'horloge. Et ça c'est vrai pour tous les nombres pairs, donc ici et ici, puisqu'il n'y aura pas de front, quand le système est dans cet état-là, de toute façon, il n'y aura pas de front sur ma bascule. Donc, on s'en fiche de ce que doit faire la sortie. Alors, en revanche, lorsqu'on est ici, ma sortie doit passer, on est ici, le système est dans l'état 1, et il va falloir que ma bascule passe à 1. Donc du coup, c'est parti, la bascule passe à 1, c'est un enclenchement. Puis ensuite, quand on sera dans l'état 3, il faudra revenir à 0. Puis ensuite, dans l'état 5, il faudra faire un enclenchement, puis un déclenchement. Et à la fin, on arrive à la restriction de commutation. Il va falloir un maintien à 0. D'accord, bon maintenant... J'ai plus qu'à traduire ça pour l'entrée D1. Donc j'ai fait le tableau de Carnot. Pour une fois, je suis en avance sur vous. Hop. J'ai des X partout sur les cases paires. Et sur les cases impaires, les enclenchements, ça donne des 1. Les déclenchements, ça donne des 0. Je rappelle que c'est parce que ce sont des bascules D que j'utilise dans l'exemple. Et à la fin, ici, le maintien à 0 qui va donner 1, 0. J'ai mon tableau de Carnot. J'ai combien de 1 ? Ici, j'en ai seulement 2. Dans quel paquet je peux les mettre ? Un paquet de 2, de 4, c'est encore mieux. Est-ce que je peux faire un paquet de 8 vers le bas ? Ça ne marche pas, il y a le 0 qui me bloque.
Horizontalement, ça ne marche pas, il y a les zéros qui me bloquent. Du coup, je ne peux pas faire mieux que mon paquet de 4 ici. Et quelle est l'équation du paquet de 4? Eh bien, ici, j'ai Q3 qui ne change pas, qui vaut 0. Donc, on a Q3 bar. Et puis, ici, j'ai Q1 qui ne change pas, qui vaut 0. Donc, Q1 bar. Et les deux autres variables sont simplifiées puisque j'ai fait un paquet de 4. Donc, ici, on a trouvé D1. C'est Q3 bar, Q1 bar. Voilà. Donc il faut faire maintenant la même chose pour Q3, ici, et puis, comment dirais-je, trouver son tableau. Alors, c'est parti, j'efface. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Allons-y, donc ici, Q3. Alors, la bascule 3, comme horloge, elle a Q0, la même que la bascule 1. Du coup, on retrouve exactement la même chose au niveau des cases paires. Ici, il n'y aura pas de coup d'horloge sur la bascule, donc ça n'a pas de sens d'écrire ce que doit faire la sortie. De toute façon, elle ne va pas changer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire ici, ma bascule? Bien, au début, je vais revenir sur l'autre diapo, c'est plus sympa. Elle reste à 0, elle reste à 0, elle reste à 0. Du coup, on a des maintiens à 0, des maintiens à 0, des maintiens à 0. Alors, jusqu'à quand? Eh bien, ici, on va faire un enclenchement et juste après, un déclenchement. Voilà. Du coup, c'est une bascule D. Les maintiens à 0, ça va me donner 3 0. L'enclenchement, ça va me donner un 1. Et le déclenchement, un 0. Du coup, j'ai un seul 1 dans mon tableau. Il est là. Je cherche à faire un paquet. Je ne peux pas faire un paquet de 8 ici à cause du 0. Du coup, je suis obligé de faire un paquet de 4. Paquet de 4, deux variables qui se suppriment, deux variables qui restent. Ici, on voit que Q2 reste à 1 tout le temps, donc on a Q2 dans le terme, et Q1 reste à 1 tout le temps, donc ça fait Q2, Q1. Q2 et Q1. Voilà, on vient de faire le compteur synchrone. On a trouvé les équations, on reste à faire le schéma ici. Donc si vous regardez ça attentivement, j'ai mis les 4 bascules D, j'ai mis les horloges comme on a dit sur le chronogramme tout à l'heure. Ici, on a les bascules 0 et 2 qui sont branchées en diviseur par 2. Et puis, sur les entrées des deux autres, on respecte ces équations-là. Alors, regardez ça à tête reposée. Voilà. Alors, c'est quoi la conclusion de cette affaire? On a des équations qui sont un peu plus simples que dans l'exemple précédent. Donc, c'est logique. On a un degré en asynchrone, on a un degré de liberté supplémentaire par rapport au synchrone, qui nous permet d'obtenir des équations plus simples, donc un montage plus simple, etc. C'est bien. Ça, ce sont les avantages. Les inconvénients, bon, ben, l'inconvénient numéro 1 aujourd'hui, c'était qu'il a fallu réfléchir plus à cause du choix des horloges. Il y a un deuxième inconvénient ici, c'est que toutes les bascules n'ont pas la même horloge et elles ont même comme horloge la sortie des autres bascules. Du coup, il va se passer un petit phénomène qui peut être embêtant. C'est, imaginons que les bascules, pour changer d'état, il leur faille une microseconde, par exemple.
s'il faut une microseconde pour obéir à l'ordre et changer l'état de la sortie, ici, lorsque un front arrive sur H, la sortie ici va changer une microseconde plus tard. La deuxième, du coup, elle va changer, elle aussi, une microseconde plus tard, puisqu'elle a la première comme horloge. Du coup, par rapport à l'horloge H, elle a 2 microsecondes de retard. Et la troisième, elle a la deuxième comme horloge. Du coup, son horloge à elle va être activée 2 secondes plus tard, donc elle va changer, Q2 va être mis à jour 3 secondes plus tard, 3 microsecondes plus tard. Alors ça a 2 inconvénients. Celle-ci va changer, puis celle-ci, puis celle-ci. Alors ça a beau être juste après, c'est pas exactement en même temps. Donc on a des valeurs qui ne sont pas bonnes pendant un temps très court, mais de façon transitoire. Ici, mon compteur ne va pas afficher les bonnes valeurs. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que si je veux faire un système très rapide, par exemple pour monter la fréquence d'horloge de mon ordi, eh bien, j'ai des bascules qui réagissent en 1 microseconde, mais j'ai un compteur qui va mettre jusqu'à 3 microsecondes à réagir. Et du coup, ma fréquence d'horloge pourra monter 3 fois moins haut. Et ça, pour beaucoup de systèmes, évidemment, c'est complètement rédhibitoire. Donc les compteurs asynchrones, c'est bien lorsqu'on n'a pas besoin d'aller vite. Pour faire, je ne sais pas, un affichage dans un ascenseur, c'est parfait. Un affichage dans une gare, c'est parfait. Par contre, pour mettre un timer dans un PC, c'est pas bon. Voilà. Donc là, j'ai terminé sur cette partie des compteurs. Ensuite, les compteurs, évidemment, il en existe des tout faits. Simplement, les fabricants nous en vendent. Là, par exemple, ici, j'ai un compteur, ici, avec 4 bits de sortie, une horloge d'entrée, et au lieu de m'embêter à le faire avec des bascules, eh bien, je l'achète déjà tout fait. Alors, quand je l'achète, ma foi, il faut que je choisisse si je veux un compteur qui compte jusqu'à 10, qui compte jusqu'à 15, etc., etc. Et puis si ça n'existe pas, c'est à moi de le fabriquer. Ces compteurs-là, ils ont une retenue ici. Il y a une demi-pointe de flèche, donc souvent, ça veut dire que la retenue est active en passant à 0. Et puis, un truc pratique, c'est le chargement. Avec l'entrée load, ici, et ici, 4 bits d'entrée, on peut précharger le compteur pour commencer à compter à partir d'une certaine valeur et pas forcément à partir de 0. Donc pour charger le compteur, ici, on active l'entrée load et si c'est un compteur synchrone, avec un chargement synchrone, au prochain coup d'horloge, le compteur va se charger avec les 4 valeurs qu'on a mis sur les entrées. Si on a un compteur asynchrone, dès qu'on active l'entrée load, immédiatement les 4 valeurs qui sont ici sont recopiées et apparaissent tout de suite sur les sorties. Voilà, donc déjà, ça c'est des compteurs tout faits, et il en existe avec des chargements. 2 types de chargements possibles. Dans les compteurs tout faits, après on peut les cascader. Par exemple, si j'ai des compteurs modulo 10, je peux en prendre un pour faire les unités, un pour mettre des dizaines, un pour mettre des centaines. Donc je peux les cascader de façon synchrone, c'est-à-dire que ici, tous mes compteurs vont avoir la même horloge. Et ici, mes 4 sorties vont m'indiquer les unités, ici en dizaines et ici en centaines. Alors évidemment, il faut qu'ils comptent en BCD tous les 4. Alors comment je fais pour qu'ils comptent correctement les uns par rapport aux autres? Ici, ils ont une entrée enable qui permet d'autoriser le compteur à s'incrémenter, donc à passer à la valeur suivante. Donc le premier, on le laisse compter. Le compteur des dizaines, on l'autorise à compter lorsqu'il y a une retenue ici sur les unités. Donc on prend la sortie des retenues des unités et on le met sur
l'enable du deuxième. Et même chose, les centaines, on les autorise à compter lorsqu'il y a une retenue sur les dizaines, etc., etc. Donc ici, on a cascadé de façon synchrone nos compteurs. On peut aussi les cascader de façon asynchrone. Donc les unités, les dizaines, les centaines, ils ont le droit de compter tout le temps. Les unités s'incrémentent à chaque coup d'horloge. Et en prenant la retenue ici comme horloge des dizaines, eh bien à chaque fois qu'il y aura une retenue, ça va faire un coup d'horloge sur les dizaines, et les dizaines vont s'augmenter de 1. Et puis même chose, la retenue des dizaines incrémentera les centaines, etc., etc. Voilà, alors ça c'est très simple. Quel est l'inconvénient ici de cette cascade asynchrone? Eh bien, c'est exactement la même chose que pour les compteurs asynchrones. C'est que ici, avant que les centaines changent de valeur, il va falloir attendre que les unités changent de valeur, qui elles-mêmes vont attendre que les centaines, il faut attendre que les dizaines changent de valeur, qui elles-mêmes attendent que les unités changent de valeur. Donc là, ici, en cascadant 3 compteurs, eh bien, on multiplie par 3 son temps de réponse et éventuellement on fait apparaître des valeurs transitoires qui sont fausses le temps que le dernier compteur ait pu prendre sa valeur finale. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur les compteurs. On verra comment tout ça se passe, mais a priori pour moi ça termine le cours. J'ai sauté 2 chapitres. On verra ce qu'on fait plus tard selon la façon dont ça se passe. Je pense que c'est déjà pas mal si on arrive à faire tout ça dans les conditions sanitaires actuelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve mercredi matin pour que j'essaye de répondre à toutes vos questions là-dessus. Merci, au revoir.